Ok, donc c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Je vais le dire une dernière fois puisqu'on est au démarrage, de couper vos micros si c'est possible pour les dernières personnes qui sont arrivées. J'arrive pas à le voir pour tout le monde, donc si vous pouvez le faire, c'est parfait. Il y a un petit, il y a quelqu'un chez qui c'est pas coupé, mais on va espérer que ça va se régler dans les minutes qui viennent. Donc ce webinaire-là, auquel vous participez ce soir, il est organisé par Agribio 04, Agribio 05 aussi, et par notre fédération régionale qui s'appelle Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous sommes des groupements d'agriculteurs biologiques, donc on a un statut associatif. Notre rôle, c'est de promouvoir et de développer l'agriculture bio sur les territoires. Donc moi, je suis salariée d'Agribio 04. Donc le 04, c'est les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai été accompagnée dans la préparation par ma collègue Coralie, qui est mon homologue dans les Hautes-Alpes, donc toujours en PACA. Notre métier à toutes les deux, c'est d'être conseillère et animatrice en plantes aromatiques médicinales et à parfum aussi bio. Donc on fait plein de choses, de la formation, de l'animation de collectifs, de groupes d'échange et aussi du conseil technique sur les parcelles. J'en dirai pas plus sur notre métier. L'organisation aussi de ce webinaire est financée et entre autres par la région PACA. Je vais tout de suite remercier chaleureusement Lucie et Leïla, que vous allez entendre ce soir, qui sont les deux productrices qui ont accepté mon invitation pour présenter et parler de leur parcours. Elles le font bénévolement, je tiens à le dire, donc volontairement et bénévolement, pour présenter donc leur parcours à l'installation en PAM, en PACA. Donc nous on se situe bien dans la région sud, donc l'une dans les Hautes-Alpes et l'autre dans les Bouches-du-Rhône, mais ça elles vous l'expliqueront. Donc sur la première diapo, là, vous retrouverez leur site internet et leur logo. Et je vais passer tout de suite à la diapo d'après, juste pour vous présenter rapidement le programme. Donc les règles pour le bon déroulement de la conférence, vous les connaissez maintenant, je ne vous les redis pas. Et donc on va démarrer ce webinaire avec une première partie qui va durer environ 1 heure. Si c'est un petit peu moins, ce sera un petit peu moins. Que j'ai appelé interview. En fait, ça va être un échange entre moi, Lucie et Leïla, c'est-à-dire que je vais leur poser des questions auxquelles elles vont répondre ou essayer de répondre toutes les deux. Donc ça c'est cette première partie ici. Et puis on se laissera un temps d'1 demi-heure au moins, mais en terminant à 18h30 pile, d'échange avec vous, les personnes qui sont connectées. Pendant ce temps-là, vous pourrez donc poser vos questions. Donc ce que je vous encourage à faire pour tout le monde, c'est que si vous avez des questions qui émergent pendant la discussion qui va précéder, n'hésitez pas à les noter, à prendre un papier avec vous pour pas les oublier, si elles sont très importantes pour vous, et pouvoir les dire dans la seconde partie de l'échange. Et je vous proposerai tout à l'heure un fonctionnement justement pour cet échange, puisqu'on est relativement nombreuses. Donc on va essayer de le faire le plus efficace et le plus juste possible pour tout le monde. Donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Et on va démarrer. Alors je vais juste vous dire que sur la diffusion du coup de cet événement, moi dans un premier temps, j'ai diffusé un listing de porteurs de projets et puis de producteurs aussi sur la région PACA. Donc il y a pas mal de personnes parmi vous qui sont en projet d'installation ou déjà installées en région PACA. Probablement. On n'aura pas le temps de faire un tour de table, puisqu'on est nombreux. Là, j'ai pas regardé, on est 40 du coup, depuis. Par contre, ce que je vous propose et je vais
demander à Leïla et Lucie si elles arrivent à le voir, c'est petit exercice d'appropriation de Zoom. Je vais arrêter le partage de connexion, mais c'est de mettre un petit pouce en l'air pour les personnes qui sont en PACA ou qui sont en projet d'installation en PACA. Donc, en bas de votre écran, là, sur Zoom, dans les options, vous avez un petit émoticône, un petit onglet qui s'appelle Réaction. Vous pouvez aller chercher le pouce. Comme ça, on va essayer de visualiser un petit peu combien vous êtes. Ok, ça commence à arriver. Et donc, pour Lucie et Leïla, je ne sais pas si vous avez vu, je pense qu'il y a 2 pages de participants. Il faut naviguer avec les flèches, si vous voulez voir. Alors, ça a apparu, disparu. Moi, j'ai vu, je sais pas, j'ai vu une dizaine, je pense, de personnes, à peu près. Ouais, pareil. Ok. Et donc, pour les autres, comme j'ai fait une communication un petit peu plus large, donc il n'y a pas que PACA qui est représenté. Je n'ai pas fait la liste de tous les départements, mais je vous avais demandé de renseigner vos départements d'installation dans le formulaire d'inscription. Et donc, je dirais que grosso modo que toute la France est représentée. On ne va pas exagérer non plus, mais ça vient d'un petit peu partout. Alors, je vais vous repartager l'écran. Hop. Super. Merci pour ça. Et donc, on va démarrer avec une présentation d'abord succincte de Leïla et Lucie. Donc, je vais vous demander à chacune, Lucie, pour commencer, par exemple, juste de nous dire en quelques mots-clés, notamment les informations suivantes qui sont l'année d'installation, le lieu d'installation, donc la commune, le métier antérieur s'il y a eu reconversion, est-ce qu'il y a eu une formation ou expérience en PAM avant installation, le contexte de l'installation, est-ce que c'est une création d'entreprise ou une reprise d'exploitation, et puis le statut de l'entreprise. Donc ça fait beaucoup de choses. Ouais, mais c'est bon, je pense que j'ai tout. En quelques mots, et puis on y reviendra après à tout ça. Merci. Ok. Bon, déjà, bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Lucie Fleury. Je suis installée dans les Bouches-du-Rhône, dans le département 13, entre Arles et Avignon. Je suis dans les Alpes pour localiser un peu précisément. Je suis installée, j'ai créé ma structure juridique en janvier 2015 avec une installation, on va dire, progressive, parce que j'ai continué à travailler à côté, un démarrage de commercialisation plutôt en 2017. Je fais quasiment exclusivement de la transformation cosmétique avec les PAM que je cultive. Et je suis en entreprise individuelle. Avant de me lancer du coup là-dedans, j'ai fait 1 an de BPREA spécialisé dans les PAM à Nyons, donc 2013-2014. Et encore avant, je suis sortie à 23 ans d'un diplôme d'ingénieur. Je me suis lancée à 26 ans. Et sur les 2 années qui ont précédé mon BPREA et mon installation, j'ai travaillé comme chef de projet dans des associations plutôt en environnement et en social. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Super. Merci. C'est parfait. Leïla, je te laisse prendre la suite. Et je ne sais pas si je vais réussir à être aussi rapide. Alors, bonsoir à tous. Merci Megan pour l'invitation. Moi, je me suis officiellement installée en 2018 en entreprise individuelle. Mais, alors, il faut que je reprenne un peu avant. J'ai fait un BPREA de 2000, c'était combien? 2015-2017. J'ai pu le faire en 2 ans parce que j'étais en apprentissage chez une productrice dans les Alpes de Haute-Provence, dans le 04, donc qui m'a formée pendant 2 ans. Et du coup, je pouvais faire le BPREA pendant 2 ans. Si jamais il y en a d'entre vous qui peuvent avoir cette chance-là, moi, je trouve que c'était vraiment super de pouvoir le faire en 2 ans au lieu de 9 mois. Enfin, voilà, c'est une petite parenthèse, mais bon, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ont l'argent pour embaucher des apprentis. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment une chance. Ensuite, cette personne m'a proposé de reprendre sa ferme. Donc, j'ai fait une année d'essai en 2018, donc en reprise d'une exploitation. Tout allait très bien, hormis le lieu qui est une vallée de montagne très isolée socialement. Et donc, j'ai préféré aller vers du monde.
Donc, je me suis réinstallée dans les Hautes-Alpes, dans la vallée du Buëch, pour ceux qui sont un peu par là. Voilà, mais sauf qu'il y a eu une grossesse entre-temps, donc j'ai vraiment repris ma production en 2021. Donc là, moi, j'estime que je suis en deuxième année, alors qu'officiellement, c'est plus vieux. Je me perds. Avant, j'ai fait un master en environnement. Voilà, donc ensuite, il y a eu BPREA. Après le BPREA, j'ai enchaîné avec l'École lyonnaise des plantes à Lyon, donc une formation d'herbaliste sur 3 ans. Voilà. Super, merci. Merci pour ces présentations pour démarrer. Et donc, on va aborder la deuxième partie qui est que je vais vous poser plusieurs questions pour venir détailler un petit peu toutes ces étapes sur votre installation. Donc, la première que j'ai envie de vous poser, c'est combien de temps est-ce que vous estimez qu'il s'est écoulé entre l'idée de votre projet, donc l'émergence de ce projet dans votre tête, et l'installation elle-même, c'est-à-dire le numéro de SIRET, quoi. Est-ce que Leïla, tu veux démarrer? Moi, je dirais entre 3 et 4 ans pour moi. Il y a eu le master, donc plus la partie qui était moins dans le faire, je dirais. Et ensuite, moi, j'avais envie de quitter l'ordinateur. Du coup, BPREA, apprentissage. Et là, j'ai réellement pensé à comment m'installer. Mais ça a pris 3 ans. Voilà. Ok. Merci, Lucie. Alors moi j'ai eu une espèce de révélation. En fait, comme Lila, je sais pas si je sais plus si je l'ai dit, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, donc j'ai fait 5 ans après le bac. Et entre ma 4e et ma 5e année, je suis partie travailler dans un refuge de montagne, parce que moi je suis savoyarde d'origine, hein, je suis très ancrée dans la montagne. Et j'étais avec un chevrier, je gardais le gîte. Et en fait, un matin, je me suis dit que c'était la vie que je voulais avoir aussi. Moi, j'ai hésité entre m'installer entre chèvre et PAM, mais j'aime bien voyager. Donc, les PAM, c'est plus facile pour les laisser 1 mois, 2 semaines de temps en temps. Et donc, c'est vraiment, j'ai eu cette révélation que je voulais faire de l'agriculture. Du coup, moi, j'ai fait des études de biologie industrielle. Donc, j'étais à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui, même si j'ai beaucoup d'outils qui m'ont servi à mon installation. Donc ça, j'avais 21 ans, donc c'était en 2010. Et en fait, j'ai concrétisé mon installation après. Je ne savais pas quand j'allais m'installer, je l'avais en tête. C'était une certitude que j'allais le faire un jour. Et en fait, le dernier poste que j'ai occupé à Paris, c'est pas très longtemps après la fin de mes études finalement, il m'a trop demandé en termes d'énergie, d'investissement personnel, de transport. Je n'étais pas à ma place. Et j'ai fait un gros burn-out. Hein, c'est facile, il y en a plein qui le font. Et en fait, je me suis retrouvée avec le vide devant moi et je me suis dit, bah, je fais quoi? Et c'est parti comme ça, je me suis inscrite à mon BPREA, c'est parti comme ça. Et j'ai eu l'opportunité, par du bouche à oreille, de trouver du foncier facilement. Je voulais m'installer en montagne, moi, à la base. Hein. Je voulais vraiment retourner dans ma Haute-Savoie natale. Je n'ai pas pu m'entendre avec mon papa qui a une maison de famille. Et c'est par le bouche à oreille, ma maman est plutôt de là où je suis maintenant, que j'ai trouvé une parcelle et ça m'a permis de démarrer tout de suite. Et le fait de m'installer était plus important finalement que la localisation. Et j'ai tellement entendu dire dans mon BPREA que l'accès au foncier était compliqué qu'en fait, je n'ai pas hésité. Donc, à partir du moment où j'ai eu l'idée, il s'est passé 2 ans de vie professionnelle après la fin de mes études. Et à partir du moment où j'ai pris la décision d'y aller vraiment, en fait, ça s'est enchaîné. Je suis partie, j'ai démarré mon BPREA en octobre 2013 et fin 2014, j'étais installée, quoi. Merci. Donc, si je résume, on est entre 2 et 3 ans dans les durées que vous avez décrites, qui comprend un BPREA en 1 an pour Lucie, en 2 ans en apprentissage pour Leïla. Ok. Est-ce que du coup, dans cette période-là, entre l'émergence du projet et l'installation concrète, voire les débuts au moment de l'installation, est-ce que vous avez été accompagné, que ce soit par des réseaux professionnels ou informels en fait, ou personnels? Est-ce que Lucie, tu veux redémarrer? Ouais. Alors déjà, le BPREA, c'est un accompagnement en tant que tel, hein, puisque c'est dans le BPREA qu'on vous donne accès aux différents réseaux qui existent, structures.
Donc déjà, enfin, moi, je ne connaissais rien à l'agriculture. En fait, je suis partie d'une envie et j'y suis allée. Donc, le BPRA était plus que pour certaines compétences, on va dire, de gestion. Il y avait besoin en compétences en agronomie, en agriculture et surtout le réseau des structures, des autres agriculteurs pour faire des stages, pour échanger aussi, comme on est en train de faire ce soir. Donc ça a été essentiel. Et après mon BPRA, je suis très vite allée vers ce que tout le monde doit faire quand il veut s'installer. Je suis très vite allée vers le point info installation qui est souvent hébergé dans les structures physiques des chambres d'agriculture. Mais je précise que le point info installation n'est pas la chambre d'agriculture, mais vous en avez partout dans vos départements. Et après, moi, j'ai fait le choix, parce que je suis plutôt basée sur une agriculture paysanne, agroécologique. J'ai fait le choix de me tourner vers l'ADR 13, du coup des Bouches-du-Rhône, mais là aussi, vous avez des ADR dans tout le département. Des structures associatives qui vont accompagner aussi l'installation, mais avec des formats qui peuvent des fois être un peu différents des installations qui sont après proposées par la Chambre, parce qu'une fois que vous êtes allé au point info installation, vous êtes redirigé vers des structures accompagnatrices à l'installation. Moi, j'ai fait le choix d'aller vers l'ADR, donc j'ai été accompagnée par l'ADR. Et puis un peu plus tard, j'ai fait la démarche aussi parce que je voulais ancrer mon modèle économique. Je voulais plutôt en 2017, quand j'ai vraiment démarré ma commercialisation, comme je suis sur un produit qui est quand même assez marketing, puisque je fais un cosmétique, un produit fini, avec plutôt, moi je suis plutôt sur l'univers du bien-être et de la beauté. Je voulais vraiment confronter mon modèle économique et mon business model à une forme de réalité. Puis comme j'ai été toute seule, je voulais aussi confronter. Voilà, je voulais des avis extérieurs qui n'étaient pas celui de mon mec de l'époque ou de mes parents. Et du coup, j'ai fait une couveuse d'entreprise qui s'appelle Intermed, qui est juste dans les Bouches-du-Rhône. Et un peu sur le Vaucluse maintenant, je crois qu'ils ont une antenne à Avignon, et qui est une couveuse d'entreprise qui est spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Ok. Voilà, est-ce que j'ai complètement répondu à la question? Si, complètement. Complètement. Avec plein de détails qui vont peut-être susciter des questions, on verra tout à l'heure. Parce qu'il y a plein d'acronymes de structures que tu as utilisés, donc ce sera peut-être intéressant de creuser un petit peu. Leïla, de ton côté, comment tu vois ton accompagnement? Donc, il y a eu le BPREA aussi, et du coup, la personne chez qui tu as travaillé pendant ces 2 ans, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Oui, alors j'ai pas précisé d'ailleurs que le BPREA, moi, c'était à Montmoreau dans le Jura. Ouais, je ok. je tenais à le dire parce que c'était vraiment chouette d'être formée là-bas. Ben, un peu comme Lucie, hein, après, je me suis tournée vers les ADR. Évidemment, moi, j'étais soutenue par la personne Isabelle qui m'a formée, donc qui a été vraiment qui a répondu à plein de questions et à plein d'inconnus pendant longtemps. Et je me suis aussi tournée vers le syndicat Simple pour faire des formations plus spécifiques sur la réglementation. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux préciser avec l'ADR, de quoi tu as bénéficié comme accompagnement, peut-être? Je sais pas si Alors, tu sais. il y a eu plusieurs choses en 2018. C'était non, en vrai, franchement, en 2018, je ne sais plus exactement. Mais là, cette année, je me suis fait réaccompagner parce que Ouais, j'ai demandé la DJA. d'accord. Donc là, je suis officiellement chef d'exploitation. Voilà. Et donc, j'ai demandé la DJA et je me suis fait accompagner par une personne qui s'appelle Solène, qui fait un accompagnement pour faire le PE, qui est le plan d'entreprise. Donc, c'est en gros notre prévisionnel sur 4 ans qui est crucial pour ensuite être validé par la Chambre et la DTT pour avoir la DGA, tout ça. Voilà, moi, je suis très contente d'avoir fait cet accompagnement-là parce que déjà, la DGA, on n'est pas dans leur code. Enfin bon, voilà, on est tout le temps des petites productrices et puis on n'est pas dans les codes des grands agriculteurs. Donc voilà, c'était pour avoir la traduction de leur langage, c'était bien de se faire accompagner. Ok, super. Merci pour la précision. J'aimerais qu'on passe à
à une question sur le foncier. Donc, vous avez toutes les deux un petit peu abordé comment vous êtes arrivées là où vous êtes. Est-ce que vous pourriez nous apporter un petit peu plus de détails sur comment ça s'est passé en termes de foncier concrètement, par où le tuyau est arrivé, on va dire, et combien de temps vous avez mis pour soit l'acquérir, soit le louer si c'est de la location. Et donc, comme vous voulez, ouais, Lucie. Okay. On peut faire ça, hein, Mégane, un coup l'une, un coup l'autre, comme ça, entre les deux, on récupère. Oui, tout à fait. Du coup, moi, ce que je disais, c'est que j'ai eu l'opportunité par le bouche à oreille du côté de la famille de ma maman de trouver une parcelle. Du coup, moi, j'ai démarré donc je suis dans les Alpes, j'ai démarré sur la partie sud Alpes, sur une parcelle de 4000 m² qu'on m'a mis en bail à ferme. J'avais un bail classique de 9 ans. Le propriétaire était prêt à me la laisser comme ça. Il était hors de question pour moi que ce ne soit pas encadré par un bail à ferme parce que je le trouve, c'est des gens qui ont été extrêmement gentils avec moi, mais je le trouvais particulier et je voulais absolument sécuriser mon outil de travail. Donc ça a été la première chose. Donc il a accepté de faire absolument tous les papiers que je voulais. Il n'y avait pas de pécuniairement, ça m'a vraiment pas coûté grand-chose parce qu'il n'était pas c'était une parcelle dont il faisait rien. J'ai eu la chance qu'elle soit relativement avec une terre relativement bonne et riche. J'étais sur un sol argilo-limoneux avec un peu de battance, mais quand même plutôt un très bon sol. 4 m² pour démarrer, c'était largement suffisant. Elle était irrigable. Ça, c'était aussi essentiel en zone méditerranéenne par le biais du canal. Donc, j'ai démarré en irrigation par gravité. Et à la suite de quoi, par un autre bouche à oreille, 2 ans après, j'ai récupéré 1000 m² sur une autre commune à 10 minutes que j'ai exploité légèrement. Et en 2018, avec mon ex-compagnon, on a acheté plutôt Nord-Alpes, donc à 30 minutes de ma partielle initiale, un bout de masse mitoyen à rénover avec 1,2 hectare de terre attenante. Et j'ai fait appel à la SAFER. Donc, j'ai fait un achat SAFER par le fait que j'étais en processus d'installation. On pourra peut-être revenir là-dessus, j'étais en processus d'installation parce que en termes de statut social, j'étais uniquement cotisante solidaire et pas encore chef d'exploitation. Et le fait de passer par la SAFER et d'acheter ce terrain beaucoup plus grand me donnait accès au fait de devenir chef d'exploitation à titre principal et aux aides. Et du coup, à partir de 2018, j'ai eu ce deuxième terrain. Et pendant 2 ans, j'ai fait la balance et la navette entre les deux terrains de manière à ne pas perdre en productivité le temps que le nouveau terrain soit cultivable et que toutes les nouvelles plantations ou déplantations, replantations soient en place. Parce que j'étais en pleine croissance au niveau de mes ventes. Et voilà, j'ai un peu jonglé comme ça pendant 2 ans. Et ouf, c'est fini parce que c'était très dur. Donc aujourd'hui, je n'ai plus qu'1,2 hectare. Ok, super. Okay. Merci. Effectivement, tous les contextes d'installation sur le foncier sont différents. Donc, merci pour ce témoignage-là. Leïla, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu comment tu es arrivée dans le Buëch, du coup? Eh ben, moi, dans le Buëch, il y a et une pression foncière agricole et une pression immobilière toute simple, puisque c'est le département où il y a le plus de résidences secondaires. Donc, trouver un logement quand on est précaire, c'est galère. Donc, bref, on a fini par trouver une maison qu'on louait et que finalement on a acheté là, cette année. Une ancienne station-service, pas le rêve idéal, pas la maison en pierre avec les sources, mais ben voilà, on trouve ce qu'on peut. Et à côté de cette maison, il y a des terrains agricoles. J'ai été super bien accueillie par les agriculteurs du village. La commune est 100% bio. Et tout de suite, j'ai appelé les agriculteurs du coin. Et donc, ceux qui faisaient les foins, c'était des prairies que je cultive maintenant. Donc, qui ne sont plus des prairies. Mais voilà, tout de suite, ils ont joué le jeu. Ils ont contacté les propriétaires pour que je puisse... pour pouvoir passer la main. Mais contrairement à Lucie, je n'ai jamais réussi à obtenir de bail de baux. Du coup, je suis toujours en mise à disposition, ce qui est hyper précaire, mais
Mais voilà, je parie sur le fait que, à force de me voir travailler comme une forcenée, ben voilà, j'espère un jour avoir ces baux, mais voilà, c'est hyper galère. Et je suis déjà quand même contente d'avoir trouvé ces terrains-là. Donc là, je suis officiellement, j'ai 5500 mètres carrés. J'en cultive 1800. Voilà. D'accord, super. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, Leïla, je crois que tu l'as pas précisé, si c'est irrigable ou Ah alors oui, j'ai loupé l'info? non, je ne l'ai pas dit. Alors, il y a une source qui arrive, qui, selon les vieux du village, ne s'éteint jamais, sauf cet été, évidemment. Donc, nous, alors, et j'ai aussi récupéré un puits depuis cette année. Et en plus, on a une terrasse qui est, enfin, vu qu'on est en montagne, il y a une terrasse et le terrain est en contrebas à 7 mètres. Donc, on a installé une grosse citerne de récupération d'eau de pluie. Et comme ça, enfin, je peux irriguer en goutte à goutte et en aspersion. Il y a des asperseurs qui sont à très petit débit. Donc, juste avec une pression de 0,7 bar, on peut faire de l'aspersion. Mais cette citerne-là, un peu naïvement, au début, je pensais que j'arriverais à irriguer qu'avec l'eau de pluie. Bon, je suis quand même en PACA, hein, donc déjà pas beaucoup de pluie. Et en plus, vu la surface, enfin, je ne pouvais pas compter que là-dessus. Donc, on pompe l'eau de la source qu'on remonte pour ensuite avoir de la pression. Et depuis cette année, c'est l'eau du puits qui est pompée. Et heureusement, je n'ai pas manqué d'eau cette année. Mais j'ai presque fait que du goutte à goutte pour économiser un maximum l'eau. Mais voilà, moi, je ne me voyais pas m'installer sans l'eau parce que, voilà, quand même, ça limite beaucoup le choix des plantes si on n'est pas irrigué. Et je pense que comme beaucoup de personnes qui font des plantes, on a envie de toutes les faire. Et, euh, et voilà, je trouvais, pour moi, c'était crucial qu'il y ait de l'eau. Voilà. Mmh. Merci, merci beaucoup. Lucie, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Parce que tu parlais, parce que l'eau est un sujet important, comme ça vient d'être dit, et parce que tu parlais de ton premier terrain sur lequel il y avait de l'irrigation, tu avais pu irriguer en gravitaire. Sur le terrain où tu es aujourd'hui, comment ça se passe en termes d'irrigation aussi pour toi? Ça se passe bien. Parce qu'il faut savoir, sur le premier terrain, déjà, il a fallu que je refasse ouvrir les droits à l'eau avec le canal. Donc, c'est les premières rencontres avec les paysans, les agriculteurs du coin. Et toi, tu es la petite minette qui vient de dire, je vais faire des fleurs. Et donc, déjà, ça, c'était la première chose. Après, il y a des espèces de tours d'eau qui se mettent en place pour le gravitaire. Donc, je n'étais pas trop impactée parce que j'étais sur une toute petite branche. Donc, je m'arrangeais avec le voisin maraîcher d'à côté. Donc, je savais que le mardi, il était dans le lundi, mercredi, vendredi, il était aux mines. Donc, moi, je faisais mes roulements ces jours-là. Sauf que le gravitaire, en fait, quand on est en bio et qu'on fait de la plante médicinale et qu'on est sur un terrain qui est relativement fertile, c'est une très, très mauvaise idée. Mais ça, il faut l'expérimenter pour le savoir. En fait, c'est juste que ça amène énormément le gravitaire. Il faut faire des sillons. En fait, déjà, il faut buter du coup un peu ces interrangs. Après, moi, je n'ai pas trouvé mieux sur le coup de faire ça, parce que j'ai fait faire au tracteur. Donc, j'avais buté mes rangs. Donc, l'interrang est un sillon dans lequel il faut emmener l'eau. Il faut que la parcelle soit hyper bien nivelée pour que l'eau traverse de bout en bout la parcelle. Ça, si ce n'est pas le fait au départ, après, vous êtes sûr que vous pouvez passer des soirées entières à déplacer des tas de terre pour déplacer l'eau sur l'ensemble de la parcelle. Et ça emmène une quantité de graines qui est incroyable. Donc, ça fait énormément pousser l'herbe. Je donne des aspects un peu techniques là, Ouais. parce qu'en bio, quand c'est de la plante médicinale, le désherbage est vraiment c'est un des postes les plus chronophages et les moins. Et finalement, c'est un poste qui est un peu à perte en termes de productivité, quoi, sur l'efficience, on va dire, économique de la ferme. Et donc voilà, le gravitaire, ça a eu vachement sa limite pour moi. Donc je suis passée en goutte à goutte avec le canal, donc avec une pompe à essence. Il me fallait 1 heure pour que l'eau arrive. Donc je me rappelle que pendant des années, tant que j'étais sur ce parcelle, je me levais à 5 heures du matin. Tu as 6 heures sur place, que j'avais rien sur place. Ma parcelle était dans un village où je n'habitais pas, où j'avais pas mon labo, j'avais pas d'espace de stockage, donc tous mes outils étaient dans ma voiture.
Donc, c'était la pompe à essence et je restais toute la matinée pour avoir, sur 4 ou 5 heures, avoir le temps d'arroser et je faisais des roulements tous les 4 jours. Donc, ça, c'était vraiment très, très dur. Et quand je suis arrivée sur mon nouveau terrain, du coup, j'ai ma maison sur place. Il y a un forage. Alors, c'est le forage de la maison. Donc, mon système d'irrigation, pourtant, ça fait 4 ans maintenant que je suis 5 ans, ça fera 5 ans, 14 février, que je suis ici. Mon système d'irrigation est peu en place, mais en fait, je suis dans une zone. J'ai énormément de chance, l'eau est à 1 mètre. Donc, j'ai énormément d'herbes aussi, du coup. Mais du coup, l'eau étant à 1 mètre, la terre reste fraîche, même l'été. Je n'ai pas de problème d'eau et j'utilise le forage de la maison avec des tuyaux jaunes de section, je ne sais pas, 24. Et après, je rattrape du goutte à goutte sur 2-3 rangs et je tourne comme ça sur l'été tous les jours. Et je sais qu'à la mi-août ou dès qu'il y a les pluies du 15 août, j'arrête d'arroser. J'arrose très peu, en fait. Ok. Voilà. Quelle chance. J'ai bien détaillé. Ouais, à la fois, j'ai vraiment beaucoup de chance pour ça. Ok, super. Merci pour ces détails sur l'eau. J'ai une dernière question sur vraiment, j'en reviens à du plus global sur le parcours à l'installation, puis après on va aller un petit peu détailler les plantes que vous cultivez, les produits que vous faites, puisque j'imagine que ça en intéresse plus d'un. C'est d'un point de vue plutôt économique, comment vous avez géré financièrement le temps d'installation, que ce soit par des aides agricoles ou d'autres ressources personnelles que vous aviez peut-être, si vous voulez nous partager une partie de ces informations. Leïla, si tu veux démarrer. Alors moi, comme je l'ai dit, vu que j'avais fait un apprentissage de 2 ans, ça m'a ouvert des droits chômage. Donc les deux, mais bon, ils ont changé les droits chômage, je ne sais plus où ça en est maintenant, mais bon, bref, j'avais quand même ce droit-là. Du coup, pendant 2 ans, j'ai le droit au chômage, mais qui était complété par le RSA, puisque le salaire d'un apprenti, c'est le salaire d'un apprenti. Donc, tac, il y a eu ça. Ensuite, j'étais en pleine, on est en 2019-2020, j'avais plus de maison, etc. Donc là, j'ai bossé en tant que salarié à la caisse à la Biocoop, ce qui m'a réouvert des droits chômage. Bon, plus une grossesse, plus tout ça. Et donc ensuite, voilà, il y a eu le chômage et puis plus rien. J'ai eu le droit à la C2S, je crois. C'est quand, je ne sais plus si c'est exactement ça l'acronyme, c'est quand on bosse plus de 10 ans, un certain nombre d'heures et qu'ensuite, c'est quand on n'a plus le droit au chômage, mais qu'on a encore le droit à ça. D'accord. Ça, je me suis bien fait avoir parce qu'il m'avait dit que j'avais le droit à 6 mois renouvelables. Donc, je pensais que ça me couvrirait une année. Et en fait, quand on monte son entreprise, on a le droit qu'à 3 mois de ça. Et après, soit on gagne des sous avec l'entreprise, agricole dans notre cas, soit on ne gagne pas assez, mais il faut avoir clôturé l'entreprise pour avoir encore le droit à ça. Je le dis parce que moi, je me suis vraiment retrouvée sur le carreau à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui comptent là-dessus ou pas, je ne sais pas. Et maintenant, je vis comme beaucoup de femmes grâce à mon compagnon. Voilà. Okay. Je vais juste charger mon ordinateur pour ne pas vous perdre. Oui, pas de souci, merci. Lucie, est-ce que tu veux nous partager aussi? Ouais, pardon. Alors moi, quand j'ai démarré mon installation, en fait, j'avais quelques temps de droit au chômage que j'ai consommé pendant mon BPREA. Donc, j'ai démarré mon projet à l'installation. J'étais au RSA. J'avais recommencé à travailler entre le moment où j'ai fini mon BPREA au moment où j'ai vraiment commencé à mettre en place mon terrain. Mais pas assez pour réouvrir des droits au chômage. Donc, j'ai démarré avec le RSA. J'avais mis un petit peu d'argent de côté entre le décès de mon grand-père qui avait eu 2 ans avant. J'ai démarré avec 5 000 € de côté. Et en fait, j'ai eu une aide qui est, je pense, qui est spécifique au département des Bouches-du-Rhône, mais il y en a d'autres qui existent un peu ailleurs, qui est une aide pour les créateurs d'entreprises au RSA. Le process a été un peu lourd, mais j'ai eu une aide de 5 000 € pour l'investissement, pour la création d'entreprise. Okay. Donc ça m'a permis de faire les premiers investissements. Et jusqu'à mars 2017,
j'ai retravaillé de manière soit sur des temps pleins, soit sur des temps partiels à côté pour autofinancer le projet, rouvrir des droits au chômage et avoir un revenu. Du coup, sur 2017, après, à partir de fin mars, j'ai arrêté de travailler complètement. Sur l'année 2017, j'ai eu des droits au chômage. Et à partir de 2018, il y avait suffisamment de chiffre d'affaires pour que je me dégage assez rapidement 800 ou 900 euros par mois. Et à partir de 2019, de toute façon, j'ai eu ma DGA. Et depuis 2019, je suis à peu près autonome financièrement avec le projet. Ok, super. Merci pour ce partage. C'est pas toujours évident de dire et de partager des chiffres. Donc, merci à toutes les deux pour ça. On pourra en discuter si vous voulez. Et du coup, j'avance un petit peu et j'en viens à vous demander comment ça se passe un peu aujourd'hui sur votre terrain. Donc, vous avez commencé à parler de surface cultivée. Donc, est-ce que, alors, ma question est simple, c'est qu'est-ce que c'est la surface totale de votre terrain? Alors, Lucie, tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure. Et quelle est la surface que vous cultivez en PAM? Leïla. Alors, moi, je suis officiellement sur 5500 mètres carrés et de vraiment cultivable, c'est 1800 mètres carrés. Voilà. Ok, ouais, tu nous l'avais dit tout à l'heure. Donc, tu cultives 1800 mètres carrés aujourd'hui. Ouais. C'est ça, ok. Et est-ce qu'il y a une rotation où la rotation des cultures se fait sur ces 1800 mètres carrés? La rotation des cultures se fait sur ces 1800 mètres carrés. Ok. Il y a environ la moitié de la surface qui est que des pérennes. L'autre moitié, c'est des annuels que je combine avec le potager perso, mais parce que Ouais. je trouve que quand même les deux se protègent et se combinent bien. Et il me reste environ, ouais, je pense 700-800 mètres carrés où j'aimerais y mettre une roseraie, mais ça, c'est une étape future. Ok, merci. Est-ce que Lucie, tu veux nous redétailler un petit peu? Tu parlais de 1 hectare 2 et Ouais. de combien en culture de PAM, du coup? Je pense que c'est pas exact parce que j'ai encore un peu des trous, mais je pense que j'ai à peu près 5000 mètres carrés bien occupés en PAM et le reste, en fait, là, quand on a acheté ici à l'époque, c'est un secteur qui est très arboricole avec beaucoup de poiriers et de pommiers. Et historiquement, la parcelle que j'ai rachetée était plantée pour 3/4 en poirier. C'était un peu un verger de conservation avec des variétés anciennes. Du coup, j'en ai conservé à peu près 5000 mètres carrés. J'en ai arraché un peu. J'ai vraiment essayé de faire un vrai projet d'agroforesterie, mais c'est-à-dire que j'ai passé un été penchée sous les arbres avec la tondeuse. C'était pas possible, donc j'en ai quand même arraché. Mais j'ai quand même essayé d'alterner un peu les rangs entre les rangs de pommes et puis les poiriers pour faire des zones de microclimat et d'ombre aussi. Et voilà, ces poiriers sont fatigués, mais il y a moyen de valoriser un peu la poire. Donc, voilà, donc je les garde pour l'instant. Et ils étaient historiquement en biodynamie, donc il était hors de question de tout arracher. Ok, super, merci. Il y a quelque chose dont vous ne nous avez pas trop parlé encore, je crois, c'est combien vous êtes à travailler sur votre terrain, sur votre ferme, en comptant, si vous avez envie de nous le dire, mais la main-d'œuvre qui peut être ponctuelle, ça peut être du roofing ou des stages ou autre, ou peut-être que vous accueillez des personnes qui sont elles-mêmes en BPREA. Est-ce que vous voulez nous dire? Peut-être Lucie, si tu veux redémarrer, puis on... Ouais. Alors, moi, j'ai pas mal été aidée au début par mon ex-compagnon, puis un peu ma famille. Je me suis refusée parce que je me trouvais mal installée. En fait, il faut savoir que mon laboratoire de transformation, séchoir, etc., était pendant très longtemps chez ma maman, qui habite dans une autre commune encore sud-alpine. C'était très compliqué pour moi de faire venir des gens parce que le laboratoire était vraiment dans la maison, plus l'espace de stockage était dans l'ancienne chambre de mon petit frère. Donc, ça a été extrêmement limitant pour avoir du monde, de la vie dans le projet.
le MAS mitoyen dans lequel maintenant je suis seule. Je finis juste les travaux, mais pendant très longtemps aussi, il y a eu à peine 25 mètres carrés habitables avec pas d'espace, ni de rangement, ni de transfo, ni de stockage. Donc là aussi, je me suis toujours interdit de recevoir du monde. J'avais l'impression que je n'avais pas un outil intéressant à proposer pour des stagiaires ou des woofers. Ouais. Et depuis que je suis séparée, depuis 2 ans, je me mets à prendre, effectivement, je ne les choisis pas, ceux qui viennent vers moi, puis après c'est le feeling qui se fait. Je prends des stagiaires de plus ou moins longs. J'ai pris jusqu'à 1 mois l'année dernière. Et depuis septembre 2020, j'avais une salariée tous les vendredis, un jour par semaine, sauf l'été. Et là, ça s'est arrêté, notre collaboration s'est arrêtée fin décembre parce qu'elle a repris son travail qu'elle a par ailleurs à 80%. Et ça me rend très triste. Enfin, ça m'organise. C'était vraiment une aide précieuse. Mais l'année 2022 était très compliquée au niveau de la commercialisation et financièrement, ça va quand même me soulager. Oui, d'accord. Elle était sur un poste en particulier, cette salariée, sur la commercialisation ou pas du Non, tout? pas du tout. Elle était plutôt sur l'aide aux cultures. Ok. L'aide aux cultures, un peu la transfo, les gros jours des distillations. Et l'hiver, parce que je suis quand même sur l'univers du cadeau pas mal. Je fais 30% de mon chiffre d'affaires sur la période de novembre-décembre pour Noël. Donc, c'est là où je fais beaucoup de rotation sur les stocks de produits finis. Donc, elle était beaucoup là en soutien à la préparation des commandes et à l'étiquetage. Ok, super. Merci. Leïla, de ton côté? De mon côté, j'ai beaucoup d'aide de mes parents. Les trois semaines d'été, que ce soit pour les cultures ou pour la garde de ma fille, parce que la crèche prend des vacances l'été. Voilà, ça c'est primordial pour moi. Pour l'instant, j'ai pas accueilli de stagiaire. Aussi parce que je crois qu'il y avait une partie de moi-même qui avait besoin de me prouver que ma ferme était viable toute seule et que ça ne dépendait pas d'une main-d'œuvre gratuite, parce que je suis pas complètement à l'aise avec ça, parce que moi, quand j'ai fait des stages, j'étais hyper reconnaissante, j'étais hyper contente de pouvoir être là. Je trouve que chaque travail devrait être rémunéré. Du coup, je suis pas hyper à l'aise avec ça. En même temps, je me paye pas moi pour l'instant. J'espère qu'en 2023, ça changera. Mais voilà, là, je marche un peu sur des œufs. Je sais pas trop comment faire. Donc, j'ai trouvé un petit compromis qui est dans les Hautes-Alpes, il y a un super service de remplacement pour les agriculteurs. Je sais que les conditions, elles changent en fonction des départements parce que ce n'est pas exactement les mêmes conditions dans le 0,4. Mais en tout cas, dans le 0,5, là, j'ai eu le droit, enfin, cette année, j'ai eu le droit à 5 jours à embaucher quelqu'un et où c'était financé par la région. Donc, moi, j'ai pas sorti d'argent pour payer mon ami là, que je salariais. Donc voilà, en tout, il est venu m'aider 15 jours salariés, principalement pour le désherbage parce que je m'en sortais plus en fait. Au printemps, c'est toujours hyper compliqué parce que c'est pas pour Lucie, mais moi je fais moitié cueillette sauvage et moitié culture. Et au moment où il y a tout qui boom et qu'on n'a qu'une envie, c'est de crapahuter la montagne et de charger le bourrat. Le bourrat, c'est le nom provençal pour parler du tissu qu'on s'accroche sur le dos pour mettre directement les plantes dans le tissu. Et ben, en fait, il faut désherber, il faut mettre en culture, il faut tout ça. Et c'est un moment hyper charnière qui est intense. Voilà. Carrément. Merci. Oui. Et je compte aussi beaucoup sur mon compagnon pour l'aspect technique qui m'agace, genre l'irrigation. Voilà. Il ne faut pas que je l'oublie. Okay. Merci pour lui.
On en vient petit à petit à ce que vous cultivez, comment vous avez choisi les plantes que vous cultivez aujourd'hui ou que vous cueillez, puisque Leïla t'a parlé de cueillette en milieu sauvage. Est-ce que, Lucie, tu peux nous raconter un petit peu comment tu as construit ta gamme de produits en fait et ton choix de plantes? Et je vous signale juste au passage qu'il nous reste 10 petites minutes avant la partie questions et que j'ai encore allez, 2 questions à vous poser après ça. Moi, je vais essayer de faire vite. Moi, je suis peut-être partie dans l'autre sens. En fait, j'ai vraiment profité du BPREA, comme j'ai assez vite su que j'avais ce terrain pour m'installer. En fait, le BPREA, je vais aller vite. J'ai fait octobre, juin 2013-2014 et en janvier 2014, je savais que j'avais mon terrain pour démarrer donc en région méditerranéenne. Donc, du coup, j'ai essayé de mêler à la fois les contraintes, on va dire, pédoclimatiques que j'avais et la projection de produits finis que j'avais en tête. Donc, moi, mon accroche avec les plantes médicinales, c'est vraiment le côté plante à parfum, avec le côté odeur. Après, avec les études que j'ai fait mon stage de fin d'études chez Flora, mon service marketing aussi. Ça a été un gros levier pour moi, pas forcément en termes de réseau, mais en termes de compétences, pour arriver à développer un produit et l'imaginer dans son circuit de commercialisation, sur le travail des calculs de prix de revient, etc. Donc, j'avais ces outils-là pour concevoir ma gamme. Donc, en fait, j'ai d'abord imaginé la gamme que je voulais proposer avec un peu les ordres de grandeur de prix, le concept global du projet. Moi, je voulais proposer un cosmétique qui soit sensoriel, efficace, mais qui soit grosso modo, à quelques ingrédients près, parce que je respecte le règlement cosmétique européen, 100% issu d'ingrédients agricoles. Donc, à l'exception de la vitamine E dans mes huiles de soin et d'un conservateur issu de radis noir dans mes crèmes, je suis sur du produit qui peut être transformé dans n'importe quelle ferme. C'est du végétal, le miel, la cire d'abeille. Et pour ma part, c'est les macérats huileux, les huiles essentielles, les plantes séchées et les hydrolats. Je l'ai dit. Voilà. Donc, en fait, j'ai rétro-pédalé comme ça avec ce que je voulais proposer comme type de produit. Et aujourd'hui, j'ai une grosse roseraie. D'ailleurs, là, si jamais tu veux des plants, je commence à avoir un peu de racines de rejet. J'ai à peu près 1000 mètres carrés de roseraie. J'ai 3 variétés, la rose de Provins, la rose de mai, la rose de Damas. Et j'ai deux cultivars sur la rose de Damas. J'ai la rose de Recht et la rose Tringipetala. Je fais de la verveine, je fais de l'hélicryse, un immortelle italienne. En semi-annuel, j'ai bleuet calendula, camomille matricaire, géranium rosa sous serre maintenant, jasmin sous serre. Alors, le jasmin, ce n'est pas la plante la plus facile à faire, ça, surtout l'officinal, quand il fait un peu froid l'hiver, il a quand même du mal à fleurir de manière abondante. Je fais un peu de violette. Alors, il y a des plantes que je cultive et pour l'instant, je n'ai pas les produits finis avec. Je les adore, je les tiens depuis que j'ai démarré, typiquement la violette et le cassis. Donc, je travaille dessus, c'est du temps de travail, mais je ne fais rien avec pour l'instant, mais j'y tiens, elles sont là, je les conserve, mais des fois, je me pose la question, soit il faut que j'arrive à développer des nouveaux produits avec, soit il faudrait que je laisse tomber, en fait, parce qu'à un moment, il faut vraiment réfléchir aussi à l'efficience économique de son projet, la charge de travail, la charge mentale et tout. Après, quelle autre plante j'ai et je fais la lavande et en cueillette sauvage, je fais en cueillette sauvage localement sur mon terrain sureau, ortie. Et puis après, je glane un peu, j'ai un pommier, je fais des choses avec les pommes, les prunes et que j'ai sur le terrain. Et puis après, c'est la lavande sauvage uniquement que je fais vraiment en cueillette sauvage 3-4 jours par an. Je vais dans 04, au-dessus de Bannes. Ok. Merci beaucoup. Leïla, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes produits et tes choix de plantes? Ouais. Moi, je fais et de la plante sèche, donc tisane et aromates, et des cosmétiques paysans. Du coup, pour tout ce qui est plantes sèches, je fais une quarantaine de plantes. Il y en a une vingtaine qui est de la cueillette sauvage et une vingtaine de la culture. Cette année, j'ai fait 100 kilos secs de plantes. Faudrait que j'arrive à un peu plus, mais voilà, pour l'instant, j'en suis à là. Et tac.
je sais plus trop ta question, en fait, pardon. Comment tu as choisi les espèces de plantes par rapport à tes produits? Mmh. Dans quel sens ça s'est fait? Est-ce que tu as Et construit ta gamme avant ou? et ben, moi, donc quand même, à la base, je devais reprendre la ferme, d'Isabelle, la personne Ouais. qui m'a formée. Donc je m'étais basée sur cette gamme de plantes, simples, de sachets, d'aubépine, de sureau, de tout ça. Et elle avait ses mélanges. Donc moi, j'ai créé mes propres mélanges, de tisane. Et donc, j'avais la gamme de plantes sèches et j'avais aussi 20 ans de chiffres d'Isabelle pour savoir quelle quantité de plantes il fallait que je fasse. Est-ce que c'est 300 sachets de thym ou est-ce que c'en est 30? Bon, c'est plutôt 300. Mais voilà, de pouvoir savoir par plante Mmh. combien de sachets pouvaient être vendus, puisque par exemple le sureau il se vend beaucoup moins s'il est moins connu, enfin bon bref. Ouais, OK. Voilà, ça c'était hyper précieux pour commencer, pour savoir un peu dans quelle quantité de cueillette je partais. Et ensuite, Isabelle, c'est vraiment une personne qui est fabuleuse et qui a une gamme, elle a combien? 80 produits différents. Donc, ce qu'elle m'a appris, c'est que c'était beaucoup trop et que c'était important d'essayer de ne pas trop s'éparpiller. Mais ce qui est compliqué, parce que quand on met le pied dans le monde qu'on est, dans ce métier-là, qui est souvent un métier passion, on a envie de tout faire. On a envie de faire les tisanes, les vinaigres aromatisés, les huiles de Mmh. massage, les cosmétiques, j'en oublie. Et du coup, bah, elle avait mis le pied partout. Et donc, elle m'a formée au niveau des cosmétiques, et donc, qui sont aussi des cosmétiques hyper nature et paysans. Et moi, là, ça m'a vraiment branché de faire des crèmes avec des macérats, de la cire et des hydrolats. Et donc, je voulais partir là-dessus. Il y a eu ma petite, donc je suis partie sur une gamme de cosmétiques pour bébé parce que j'étais. Bon, on a dit qu'on la faisait courte, je suis désolée, mais Mmh. euh, Pas de j'étais souci. j'étais hyper inquiète dans le fait qu'on soit beaucoup à vouloir s'installer. Je voulais pas piquer la place à certaines copines, voilà, qui étaient déjà sur des magasins, qui étaient déjà. Je cherchais à me différencier, voilà, de ce qui se faisait. Mmh. Donc la gamme pour bébé, femme enceinte, ça ne se fait pas trop en fait. Et voilà, du coup, moi, j'ai tablé là-dessus. Mais là, je réaugmente un peu parce que on me dit, bah oui, bah, moi, je voudrais bien une crème pour moi, etc. Donc voilà, et j'adore ça, c'est très chouette. Donc voilà, j'ai fait. Et donc, pour faire ma gamme de cosmétiques, je me suis inspirée de mes cours à l'herboristerie de Lyon, qui est Mmh. quand même une mine d'informations. Voilà. OK, super. Merci, c'est une partie, importante. Merci pour tout ça. On arrive, à la fin. Il y a quand même, 2 questions que j'aimerais vous poser encore. Donc on va essayer de faire le plus court possible pour laisser la place à d'autres questions qui ne sont pas les miennes. La première, c'est, vous nous avez dit vos surfaces cultivées tout à l'heure, donc qui sont inférieures à 1 hectare. Mais sur des surfaces comme ça, donc enfin, «petites» entre guillemets, au sens où la lavande, par exemple, peut se cultiver sur 300 hectares. Mm. Par contre, il y a quand même une question de degré de mécanisation, de quel outil on choisit, notamment pour travailler les sols. Comment on fait sur cette partie-là? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quel choix vous avez fait d'outils? Est-ce qu'il y a un tracteur? Il n'y a pas de tracteur? Est-ce qu'il y a un motoculteur ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a que des outils manuels? Et pourquoi? Alors on va essayer de faire très court, en quelques mots-clés. Lucie, si tu veux bien commencer. Je vais essayer. Moi, au début, j'ai démarré avec 0 outil. Je pense que j'ai acheté ma première moto bineuse. Enfin, j'en ai qu'une d'ailleurs. La moto bineuse, parce que c'était moins cher que le motoculteur, mais ça aurait été sûrement mieux la roue tractée. Je l'ai acheté, je pense, à la fin de mon premier été, pour retourner le sol pour les semis. Puis je ne savais pas trop comment j'allais travailler avec l'histoire de l'enherbement. Aujourd'hui, je travaille en enherbement, on va dire géré, parce que gérer est un grand mot.
J'essaye de garder l'herbe partout et juste de tondre entre les rangs et juste de désherber le pied du rang. Et malheureusement, je vais de plus en plus aussi vers le paillage avec la toile hors sol. J'ai tout essayé. J'ai essayé le BRF, donc les bois ramal fragmentés. J'ai essayé la paille. J'ai essayé l'herbe désherbée. Alors ça, je le fais toujours quand je vais vers mon rang. S'il n'est pas avec de la toile hors sol, je paille à l'herbe fraîche désherbée. Mais voilà, la toile hors sol, je vois que ça pour gagner du temps sur le désherbage qui est pas qui est pas trop cher et qui dure dans le temps. Parce que j'ai essayé aussi les rouleaux entiers de chanvre français sans OGM, qu'on vous garantit qu'ils vont pas se décomposer sous 3 ans. J'ai fait une première année, j'ai essayé il y a 2 ans ici. Et ben en fait, ça coûte un bras. Et puis au bout de 8 mois, il y avait décomposé. Alors en fait, le principe est bien, mais vraiment, la notion d'efficience économique, elle est tellement importante. Hein. C'est vraiment bien d'avoir des valeurs et il faut que le monde change et que les gens soient dans la conduite du changement, autant les entrepreneurs que les consommateurs. Mais à un moment, on ne peut pas être un entrepreneur et puis prendre cher pour tout le monde, alors que Bernard Arnault, en un mois, il fait 17 ans de dépenses en CO2 d'un Français moyen, quoi. Donc bon, donc j'en suis là et j'ai un tracteur depuis mars 2020. Okay. Parce que j'ai quand même 1,2 hectare et que du coup j'ai 2 outils sur le tracteur. C'est que j'ai un gyrobroyeur, donc c'est une tondeuse, hein, tout simplement parce que moi je garde l'herbe partout, donc c'est pour tondre. Et j'ai une fraise parce que je fais quand même quelques semis de bleuets, de camomille et de calendula chaque année. Et je pourrais très bien le faire encore avec ma motobineuse, mais en fait avec 20 minutes de tracteur, j'ai fait ce que je fais en 5 heures avec ma motobineuse. Et en termes, là, encore une fois, en termes de gain de temps sur le travail, c'est énorme. Et j'ai ce tracteur parce que j'ai eu une subvention du département. Il y a 2 subventions dans les Bouches-du-Rhône qui existent. L'enveloppe est encore renouvelée, je crois, là. C'est soit pour les jeunes installés depuis moins de 5 ans, soit elles sont cumulables en plus. Moi, j'en ai demandé qu'une. Soit c'est pour les agriculteurs bio. Et c'est pour baisser tout ce qui est recherche sur commercialisation, valorisation et tout ce qui est aussi pour baisser les intrants. Donc pour les voilà. Ok, super, merci. Donc plein d'étapes de passer du coup dans la mécanisation, on va dire. Leïla, de ton côté, qu'est-ce que tu as suivi comme parcours? Eh ben moi, pareil, ça a été par étapes. Le premier terrain que j'ai eu dans le 04, j'avais tout paillé de 50 cm. Ça faisait 600 mètres carrés, je crois. J'avais paillé tout l'automne, tout l'hiver, et au printemps, je suis arrivée avec ma grelinette. J'étais hyper contente, mais je l'ai pas refait après parce que c'était quand même un travail de fou. Donc, le terrain que j'ai eu après, non, je mens, en fait, je l'ai refait. Et ensuite, mais par contre, j'ai ouvert la prairie plus par étapes. Et après, j'ai emprunté un motoculteur à un voisin. Et là, cette année, je devais me faire rouvrir une autre parcelle par un agriculteur du village qui m'a oublié. Donc, il est passé, mais avec un outil dont j'ai oublié le nom, et ça a pas. En fait, ça a raclé que c'est des espèces de dents comme ça, là, et voilà, ça a raclé le dessus, là, sur ça. Donc, c'était bien parce que moi, j'étais contente qu'il n'y ait pas de labour, voilà, sauf que du coup, après, pour implanter, j'ai quand même dû repasser le motoculteur. Pas toute seule, là, je me suis fait aider aussi par les copains. La main-d'œuvre gratuite que j'ai oublié tout à l'heure de dire. Mais voilà. Et là, du coup, je me suis retrouvée avec un retour de la prairie. Là, pendant toute la sécheresse, ça allait bien. Bon, j'étais pas contente qu'il y ait une sécheresse, mais voilà. Et à l'automne, il y a tout qui est reparti. Donc là, c'est tout enherbé. Puis ben, pour l'instant, c'est comme ça. Mais voilà, moi, je suis surtout à la main et surtout à la grelinette. Et voilà, et je rejoins Lucie sur le fait que c'est du temps de travail qui est très long et voilà, mais moi, j'arrive pas encore à passer le cap
enfin, je suis bien avec ma grelinette aussi. C'est des moments que j'aime bien aussi, mine de rien. Merci. Merci pour ces témoignages désherbage. Et ma toute dernière question, avant de laisser la parole aux auditeuristes, comme on dit, c'est que je vous ai pas du tout demandé comment vous commercialisiez. Donc vous avez dit quelques petites choses là depuis le début, mais est-ce que vous pouvez dire en quelques mots pour finir, et c'est la dernière de ma part de questions, quels sont grosso modo vos circuits de vente, ou en tout cas les principaux? Est-ce que c'est plutôt des marchés, plutôt des magasins, plutôt sur internet? Et est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a une certaine, concurrence sur vos circuits de commercialisation et vos types de produits? Vous l'avez un petit peu abordé, mais je mets les pieds dans le plat, en vous reposant la question, clairement. Lucie, si tu veux démarrer. Moi, j'ai fait le choix de faire surtout donc je suis sur du circuit court bien sûr, mais souvent avec un intermédiaire. Donc j'ai fait le choix de vendre surtout à des boutiques. Donc moi, je fais plutôt ce qu'on appelle du B2B, business to business. Donc mes clients professionnels, ça va être notamment magasins bio, magasins zéro déchet et magasins de cosmétiques naturels. J'ai un site de vente en ligne aussi j'essaye de faire en sorte qu'il se développe davantage parce que j'essaye de coller un peu aux tendances de consommation en essayant d'être active aussi sur les réseaux sociaux, ce qui m'emmerde clairement, mais je le fais quand j'y arrive. Et je fais un peu de vente directe aussi, soit par le bouche à oreille, les gens qui viennent un peu sur place. Je travaille encore un petit peu avec les AMAP, mais j'ai essayé beaucoup au début de développer ce biais-là. Et en fait, c'était pas satisfaisant pour moi. Les marchés, je fais un peu des foires locales, des marchés de Noël, des choses comme ça. J'avais beaucoup arrêté. Le confinement, le Covid m'avait aussi… Voilà, j'avais levé le pied là-dessus. Et 2022 est vraiment une année extrêmement particulière. Il faut savoir que j'avais une quarantaine de boutiques revendeuses de mes produits sur un maillage national. Donc, ça ne fait pas énorme, hein. Mais c'était déjà vraiment bien, avec aussi une facilité à me faire démarcher via les réseaux sociaux par des boutiques qui se créent. Et ça, en 2022, je suis obligée de refaire la prospection. J'entends dire que les boutiques n'ont pas la trésorerie ou la visibilité pour prendre des nouveaux produits. Mais j'ai beaucoup de clients professionnels qui ont fermé définitivement, qui n'ont plus la trésorerie après l'augmentation des coûts et la trésorerie mangée pendant les 2 années Covid. Voilà, donc là, je suis en train de réfléchir à comment me réinventer. Et je n'ai pas la réponse, donc je ne vous la donnerai pas. J'ai fini l'année un peu la tête dans le guidon en essayant d'aller faire une grosse vente sur un pop-up à Paris. Enfin, j'ai complètement essayé de changer ma stratégie en faisant plus de présentiel et de vente directe sur fin 2022. Ça n'a pas compensé la perte de chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Et après, en termes de concurrence, sur la cosmétique, elle est énorme. Sur la cosmétique naturelle, elle est énorme. Après, la valeur ajoutée de tout faire et des producteurs, pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on est extrêmement nombreux parce que je connais la filière, parce que à un moment, il y a la sclérose du milieu qui fait qu'on a l'impression qu'on fait tous pareil. Et en fait, non, sur le territoire national, même à des échelles locales, moi, j'ai une copine de lycée qui vient de s'installer, elle fait de l'huile essentielle de l'hydrolat et puis elles font des kombucha et de la liqueur. On est à 40 bornes, on a les mêmes potes de départ, on ne se voit jamais, on ne gêne pas, hein. Ouais. Donc, voilà, sur la filière des PAM, elle est encore en croissance et il y a encore de la place. Et après, la commercialisation, elle est vaste. Et il y a plein de façons de commercialiser de la plante médicinale, en gros, en semi-gros, en transformé, en semi-transformé, en très fini, en frais, en pas frais. Enfin, voilà. Ok. Merci pour ta vision là-dessus, ton partage, Leïla. Moi, c'est un peu comme Lucie, j'ai beaucoup misé sur les magasins. Notamment, moi, j'avais l'entrée, j'ai quand même été caissière à la Biocoop de Gap et en fait, en partant, j'ai dit, bon, là, moi, je pourrais vous faire des sachets de tisane, est-ce que ça vous branche? Et du coup, je suis partie de mon emploi salarié à ce moment-là en sachant que je pouvais vendre X exemplaires de sachets là-bas. J'avais mon premier petit grand magasin.
Et puis ensuite, voilà, j'ai continué à démarcher les magasins. Moi, mon site internet, il ne marche pas du tout, mais parce que je ne suis pas bonne en photo, je ne suis pas bonne en réseaux sociaux. Je refuse d'utiliser Facebook et Instagram, mais du coup, voilà, je ne suis pas dans l'air du temps et ça ne marche pas. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais commencer à marcher. Sur les cosmétiques, moi, je me suis fait labelliser par Slow Cosmétiques aussi pour… ça, on n'a pas dit, moi, je suis en bio, en nature et progrès et en Slow Cosmétiques, du coup. Le label, ouais. Voilà. Et en fait, pour les cosmétos, je voulais être en nature et progrès parce que la certification bio, quand on est en alimentaire, donc en plantes sèches, tisane, tout ça, c'est 480 € TTC pour l'organisme qui me contrôle. Ensuite, on a un crédit d'impôt là, qui en 2023 passe à 4005, donc on est gagnant de certifier. Mais par contre, pour se certifier en Cosmé Bio, là, spécial cosmétique, j'ai fait faire un devis. C'était 2000 balles par an. Et voilà, et clairement, moi, c'était une dépense de trop, quoi, je ne peux pas. Donc, je suis passée par Nature et Progrès, qui en plus sont, pour moi, ont des valeurs qui me plaisent bien. Et après, j'arrête. Ce qui m'ouvrait l'accès à des magasins pour pouvoir mettre mes cosmétiques labellisés Nature et Progrès. Voilà. Et au niveau de la concurrence, juste, moi, pour l'instant, je le ressens pas. Enfin, en fait, il y a beaucoup, on est beaucoup à vouloir s'installer, etc. Mais ça reste quand même. Moi, je ne vois pas ce que je ferais d'autre comme métier. Vraiment, j'adore ça, mais c'est hyper dur. Et du coup, il y a aussi ce truc-là de réussir à tenir dans le temps qui est difficile parce que c'est de longues années où on travaille beaucoup d'heures pour ne pas se rémunérer, où il faut faire 1000 métiers en même temps. Il faut savoir cueillir, il faut savoir sécher, il faut savoir transformer, il faut savoir faire des étiquettes, un site internet, bla, 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 bla. Et du coup, en fait, on fait 10 métiers voilà, il est dur. Donc, du coup, là, nous, je ne sais pas encore si on a réussi, mais on s'est associé à 5 producteurs, productrices dans les Hautes-Alpes pour avoir une marque commune et pour pouvoir commercialiser ensemble. Voilà, donc ça, c'est une de nos pistes qu'on explore et que je ne sais pas encore si ça va marcher, mais j'ai de l'espoir là-dessus d'essayer de s'assembler plutôt que se marcher dans les pattes. Voilà, j'arrête. Super, merci beaucoup. Un grand merci pour tout ça. On va vous laisser souffler quelques minutes toutes les deux. Et du coup, je vais vous proposer aux personnes qui nous écoutent, on est resté à 49 participants là, depuis le début, de commencer à écrire vos questions si vous en avez dans le chat. Et je vais commencer à les lire, à les prendre et puis à vous donner la parole petit à petit ou à lire certaines de vos questions. Donc il y en a qui commencent à arriver, allez-y. Puis on va juste souffler 2 minutes avant de redémarrer. Jusqu'à 18h30. Alors, je me permets de dire la première, puisqu'elle est, enfin, je crois la comprendre. Quand je ne comprendrai pas, je vous donnerai la parole. De Stéphanie qui demande si vous avez aujourd'hui des aides de la PAC. J'y vais. Moi, j'en ai pas parce que je suis sur une trop petite surface. Donc, j'ai même pas essayé de demander. Voilà. Ok, pas d'aide de la PAC, Lucie. Moi, c'est pareil. Je pense qu'avec 1,2 hectare, c'était peut-être 150 ou 100 € par an. Enfin, ça a peut-être changé, j'en sais rien. C'était des démarches qui me semblaient trop compliquées pour pas grand-chose. Donc, c'est comme Leïla. Moi, j'ai eu crédit d'impôt. Pour la bio, j'ai les mêmes mentions que Leïla. Et après, là, dans le cadre de l'installation, avec les aides à l'installation, les aides du département, j'ai fait des dépôts de dossiers parce que j'avais des investissements. Mais sinon, c'est vrai que des aides récurrentes comme ça, je ne vais pas les chercher. Ok, super. Alors peut-être juste, il y a une autre question qui revient un petit peu sur justement la subvention du tracteur. Est-ce que Stéphanie, tu peux la poser en direct en remettant ton micro? Parce que ta question, elle est en 2 parties. Je veux bien que tu la précises.
C'était juste si tu pourrais nous expliquer un peu comment tu as fait subventionner le tracteur et tes deux outils préférés. Est-ce que tu peux nous juste expliquer vite fait? Ouais, alors attendez, je vais aller chercher sur mon ordinateur le nom de la subvention. Comme ça, ce sera plus clair. Plutôt que je baragouine. Je m'excuse. Ça va s'ouvrir. Déjà, ça n'a pas été subventionné à 100%, hein, ça a été subventionné à 40% et j'ai dû faire l'avance. Donc ça, des fois, c'est aussi un frein. Et cette aide, et je me prends comme un pied là, c'est les aléas du direct. Pas de souci. Donc là, moi, l'aide que j'ai demandée, elle s'appelle Programme départemental d'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles pour le développement de l'agriculture biologique. Alors, en même temps que vous posez d'autres questions, je peux éventuellement redonner le nom là dans le chat, pourquoi pas, ouais, si tu peux l'écrire, ouais. c'est super. Et parallèlement à ça, Stéphanie te demandait tes deux outils préférés au champ, du coup, j'imagine. C'est ça. Ah, c'était pas comment je les ai subventionnés. Alors, on appelle ça le gyrobroyeur. Parce que c'est l'équivalent d'une tondeuse derrière le tracteur et j'ai ce qu'on appelle un rotavator, c'est une fraise, donc ça fait un travail de surface et ça vient retourner le sol en surface sur 15-20 cm pour le rendre fin et granuleux pour pouvoir faire le semis derrière. À savoir que c'est pas le meilleur outil quand on a notamment du chien-dent parce que ça vient faire plein de petits rameaux fragments de racines et des fois, sur des plantes comme ça, avec des racines traçantes, on s'en fout encore plus de partout. Mais pour préparer le sol rapidement, moi, et pas aller trop en profondeur, j'apprécie. Attention avec les plantes à rhizome, du coup. Voilà. Surtout. Merci. Est-ce que ça répond, Stéphanie? C'est bon? Ok. Super, on continue. Vous distillez donc toutes les deux ou pas? Est-ce que Leïla, tu distilles aussi? Moi, j'ai un tout petit alambic de 30 litres. Ouais, ok, super. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots comment tu l'as trouvé? Où est-ce que tu l'as acheté? Le Bon Coin. Non, je sais qu'il y a des alambics qui sont bien en cuivre, hein, moi je connais plus, qui sont faits au Portugal, qui sont du coup d'un bon rapport qualité-prix, mais je ne sais plus les... Ouais. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai trouvé via Le Bon Coin et j'ai fait une formation via Les Simples pour le faire chauffer via un rocket stove. Donc, du coup, je peux faire mes distilles chauffés au bois. Voilà. Et du coup, ça, c'est très chouette. Et je fais que des hydrolats pour mes cosmétiques, en fait. Voilà, je fais en pâte Ok. d'hydrolat. Donc le choix de l'alambic 30 litres en lien avec le fait de faire des hydrolats et en lien avec ta quantité de plantes, quoi, hein, surface. Oui, c'est ça. Moi, je fais 2 litres d'hydrolat par plante. Enfin, là, je réfléchis à en acheter un 50 litres, mais voilà, je suis pas sur je suis sur D'accord. une petite quantité. Voilà. Ok, super. Je vous mets en lien là le site. Ouais, super. Ouais, ils sont en Espagne. Moi, j'ai acheté mon deuxième alambic chez eux. J'ai trouvé le rapport qualité-prix intéressant. Après, il faut savoir que le cuivre a pris tellement cher là ces dernières années que bon, je ne sais pas. Enfin, Tu peux nous détailler juste, Lucie, ce que tu as comme outil de ouais, distilling? alors moi j'ai fait comme Leïla, j'ai démarré avec un alambic en cuivre de 30 litres, donc un alambic à colonne, donc comme ça me permet de faire de la vapodistillation pour tout ce qui est plante à feuilles, à rameaux, et l'hydrodistillation pour les roses, c'est-à-dire que je vais les mettre dans l'eau directement. Et j'ai racheté le même alambic, mais en version 3-4 fois plus grande, parce qu'il fait 100 litres. Et donc j'ai aujourd'hui ces 2 alambics. Et moi, je commercialise des hydrolats conditionnés en flacon de 100 ml. J'en réintègre une partie dans ma gamme de crème. Et après, je travaille avec une marque de cosmétiques qui m'en achète on va dire, en semi-gros, parce que du semi-gros chez moi, ce n'est pas le semi-gros chez Floram, mais ça complète bien. Et les huiles essentielles que je fais, parce que j'en tire un peu, je les réintègre dans mes cosmétiques. Ok,
super. Donc, c'était une question de Corinne sur les choix de matériel pour distiller. Corinne, je vous laisserai remettre un petit mot si c'était pas assez complet comme réponse. Alors, il y a plein de questions. On va sauter un peu du coq à l'âne. Toujours sur les pratiques, il y a une question sur la fertilisation. Donc, vous avez abordé quelques éléments. Lucie, tu as abordé un petit peu le paillage. Est-ce que vous avez avec quoi vous fertilisez, si vous fertilisez, peut-être, ou amendez? Moi, je fais pas de travail de fertilisation d'amendement parce que peut-être j'ai pas encore assez travaillé ou passé de temps sur les 2 terrains que finalement j'ai cultivés, parce qu'ici je suis là depuis vraiment 4 ans. Par contre, comme je travaille avec l'enherbement géré, je laisse toujours l'herbe coupée fraîche. Je laisse l'herbe, j'abîme très peu la vie de mon sol. J'ai laissé mes arbres, du coup, il y a aussi les feuilles qui tombent, qui se décomposent. Moi, quand je vois mes plantes et que je les vois en bonne santé au printemps et toute notre période de production, je me dis que moi, j'ai l'impression d'avoir suffisamment récolté. Je me dis que j'ai pas forcément plus à faire. Après, je suis dans une zone qu'on appelle les terres noires, tellement il y a de l'humus. Hein. Donc, après, j'ai peut-être pas trop de mérite non plus. Merci. Est-ce que Leïla, toi, tu amendes ton sol? Ouais, moi j'amende un petit peu avec du fumier de vache. Ok. Je fais pas tout le temps. Pour les annuels, j'en mets à chaque fois un petit peu au printemps. Par contre, pour les pérennes, voilà, j'en mets à la plantation et tous les 3, 4 ans. Enfin, et je fais comme Lucie, en fait, je regarde que si elles sont toutes bien. Et je fais aussi un paillage à la paille. C'est aussi pour ça que j'amende, parce que pour éviter l'histoire du carbone et de l'azote. La fin d'azote. Ouais. La fin de l'azote, merci. Ok. Ok, super, merci. Est-ce que, alors c'était Marianne qui a posé cette question. Est-ce que Marianne, vous pouvez nous faire signe et nous dire si ça répond, puisque c'est une vaste question, la fertilisation. Si vous voulez remettre votre micro, c'est le moment. Très bien, merci. Ah ok, super. Eh bien, alors je continue. Il y a plusieurs questions sur la transformation et vos outils et espaces de transformation. Toutes les deux sur la partie cosmétique. Est-ce que vous avez un labo? Est-ce que c'est dans votre maison? Comment ça se passe? Pour Lucie, d'abord? Alors moi, du coup, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai fait installer un petit laboratoire. Ça reste une cuisine aménagée Ikea. Hein, en termes de rapport qualité-prix, je ne veux pas vanter Ikea parce que c'est 1% de la déforestation dans le monde, mais on est plutôt bien placé. Et le tout, c'est que c'est surtout d'avoir un espace qui est propre, qui répond globalement au règlement cosmétique. Cet espace, excuse-moi, je te coupe, mais C'est le laboratoire. il est accolé à ta maison ou pas du tout? Il est ailleurs? Maintenant, oui. Maintenant, c'est Oui. dans ma maison. D'accord. Ouais, je n'ai pas encore transformé une seule fois dedans. Il est fini depuis la semaine dernière. Mais oui, Ok. j'ai un espace pro maintenant qui est dédié dans Ok. ma maison. Il fait combien en mètres carrés? Alors, l'espace de transformation n'a pas nécessairement besoin d'être immense dans la mesure où je distille dehors parce qu'il y a les problématiques de rentrée et sortie d'eau, le fenu, etc. Parce que finalement, quand on est producteur de plantes médicinales, à moins qu'on fasse tout de suite des gros volumes, et dans ces cas-là, on fait appel à façonnier. Moi, j'ai une surface de 11 mètres carrés avec, ce qui est important, c'est la longueur des plans de travail. Et après, c'est l'espace de stockage qui est extrêmement important selon moi. Ok, super. Leïla, comment ça se passe chez toi? Bah, pareil, moi, c'est dans la cuisine. Du coup, je vire tout le monde parce que bon, on était plusieurs à vivre dans la maison. Bon, il y a alors une formation à vous conseiller pour celles qui veulent. Je dis celles parce que j'ai pas vu beaucoup de prénoms masculins qui veulent se lancer en cosmétique. Il y a une formation par les simples sur la réglementation cosmétique qui est hyper intéressante, faite avec Sylvain Turina.
qui paraissent faire en visio, donc on n'est pas obligé d'être en PACA. Et voilà, il m'a hyper rassurée là-dessus aussi. On a le droit de faire de la cuisine, juste il faut respecter les bonnes pratiques de fabrication, comme on dit, et donc tout cligner, tout machin. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Il y a quand même, la maison va être en travaux, donc il y a quand même le projet d'un labo. Moi, le projet, c'est, je crois, 12 mètres carrés de laboratoire pur et dur que pour la cosmétique, 15 mètres carrés pour mon espace d'ensachage et je ne sais plus combien de mètres carrés pour le stockage, évidemment, qui est important aussi, entre la verrerie, enfin bon, voilà, tout ça, et la place du séchoir à prendre en compte aussi. Ben, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a une question sur le séchoir. Est-ce que tu pouvais nous dire juste en quelques mots quel est le type de séchoir que tu as et sa surface en mètres carrés de séchage, du coup, j'imagine? Alors, moi, j'ai fait un séchage en circuit fermé. Donc, c'est une grosse armoire de combien de mètres? De 5 mètres de long. En gros, il y a 4 colonnes. Il y a une première où il y a un déshumidificateur de chantier qui part en haut, envoie l'air sec qui repart dans 3 autres colonnes. Et je sèche en couche épaisse. Donc, je mets entre 10 et 15 cm, ça dépend de la plante que je veux faire. Pour l'ortie, je peux charger, elle sèche vite. Pour la mélisse, ça ne va pas être pareil. Enfin bon, voilà. Et donc, je ne sais plus combien de mètres carrés de clé, mais j'en ai que 21 parce que je fais des séchages en couche épaisse. 21, ok. Voilà. Merci, super. On arrive au bout. C'est subjectif, hein, mais je trouve qu'il y a 2 questions. Alors, toutes les questions sont très intéressantes et je suis désolée, il y en a qu'on ne va pas avoir le temps de traiter. Si Lucie et Leïla, vous en voyez auquel ça vous tient de répondre dans le chat, vous pourrez répondre à l'écrit une fois qu'on aura clôturé l'enregistrement. Mais sinon, il y en a 2 qui me semblent vraiment intéressantes qu'on n'a pas abordées. La première, c'est de Lucille. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Vous avez parlé du temps de travail, hein, mais on ne l'a pas abordé de cette façon-là. Est-ce que vous arrivez... Jamais, tout le temps. C'est ça, on s'arrête jamais. Est-ce que vous arrivez à le quantifier un peu, par exemple, en été-hiver, quoi, par saison ou... Du coup, je te coupe pour Leïla si tu allais prendre la parole. Vas-y. Je sais pas, en fait, c'est vrai que je ne regarde pas trop la montre, parce que l'avantage quand même d'être à son compte, c'est qu'on peut vachement adapter son organisation de travail. Il y a des journées où moi, je vais avoir quelque chose à faire pour moi, je ne sais pas, esthéticienne, je vais manger avec ma maman, avec ma grand-mère, je vais prendre 2 heures pour moi dans la journée. Le soir, je n'aurai rien de prévu, je vais rattraper ce temps-là le soir. Donc, il y a une liberté qui est assez très agréable. Après, il y a des périodes de l'année, effectivement, où il ne vaut mieux pas regarder du coup l'heure parce que les journées sont longues et il y a des tâches, quand vous les avez démarrées, vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous en avez marre, il faut les finir. Donc, ça va être vrai sur des récoltes quand on dit de la plante fraîche, comme de la verveine ou de la menthe qui va s'échauffer et noircir. Donc, on est dans l'urgence. Il y a des choses comme ça où... voilà, quand vous êtes sur une AMAP le soir jusqu'à 22 h et que vous vous retrouvez dans les bouchons en sortant de Marseille, et donc on est plutôt, je pense, sur une moyenne, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Lila, moi je pense qu'en moyenne, je travaille 50 semaines heures, 50 semaines heures, ouais. 50 heures semaine. 50 heures semaine, c'est ça. Ouais. Merci. Leïla, qu'est-ce que tu en penses? Que tu partages? Je partage. Moi, j'ai une chance et une contrainte, c'est ma fille. Du coup, c'est très important pour moi de passer du temps avec elle. Et du coup, ça m'oblige à un peu moins travailler parce que si elle n'était pas là, ce ne serait pas pareil. Et ça, pour moi, c'est une immense alerte. C'est que vu qu'on est à nos comptes,
enfin, moi, j'en reviens à défendre à fond le salariat aussi parce que il y avait c'est moins le cas, bon, je ne vais pas faire trop de politique, mais des conditions de travail qui étaient importantes, enfin, voilà. Et le fait qu'on monte tous nos entreprises, enfin, moi, il y a plein de fois où je me sens esclave aussi de ma boîte parce que bah, j'arrive pas à décrocher. Le soir, je réponds aux mails, je fais des étiquettes, je machin, là, là, là. Et du coup, ouais, c'est beaucoup d'heures pour un sachet d'Aubépine qui vaut 2,50 €. Voilà. Mm. Merci beaucoup pour ce témoignage sur ce sujet complexe du temps. Et du coup, j'aimerais finir sur une dernière question qui a été posée un peu au début là, par Johanna, qui vous demande s'il y a eu beaucoup d'imprévus ou pas entre vos prévisionnels sur lesquels vous avez probablement travaillé en BPREA ou avec l'ADR et ce qui s'est réalisé, en tout cas entre ce moment-là et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des très gros écarts ou pas et comment ça s'est passé? Moi, perso, j'y vais, Lucie. Ça n'a rien à voir entre ce que j'avais prévu au BP et ce qui vraiment s'est passé. Bah, par exemple, j'avais prévu de faire beaucoup de gémothérapie et d'alcoolature parce que c'était le côté médicinal qui Oui. m'intéressait, sauf que à la fois, je voulais pas faire trop de ventes directes pour pas passer trop de temps sur les marchés et tout ça. Et donc, je me suis retrouvée dans les magasins à avoir mes petites fioles de gémothérapie, sauf que bah, j'étais pas douée en comme Superdiète ou comme d'autres Herbiolis plus localement. Mhm. Du coup, je me suis foirée complet. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Et ça, moi, je vous invite toutes à voilà, voir avec des producteurs sur les quantités de plantes qui sont faites et voilà. Et ça va forcément être différent. Mhm. Ok, donc accepter ça quelque part. Pas le choix, hein. Ouais. Lucie, tu veux rebondir et puis on va Ouais, bah terminer. déjà, je pense que dans le fait de travailler du vivant, le vivant, c'est de l'imprévu, globalement. Après, je pense qu'il n'y a pas plus imprévu que le travail d'agriculteur. Si vous n'avez jamais vu un paysan qui râle parce qu'aujourd'hui, son tracteur il est en panne et le lendemain, c'est le trieur et le lendemain, je veux dire, en fait, ça, c'est pas que les paysans qui font que râler parce que pour le plaisir de râler, c'est que, en fait, plus on touche à tout et là, c'est surtout dans des métiers où il y a de la transfo et tout, vu qu'on fait 10 métiers dans un métier, ben, la probabilité qu'il y ait un imprévu dans une partie de votre métier, finalement, elle se multiplie par la charge. Et, et après, effectivement, comme Leïla, moi, j'ai fait un très, très beau dossier sur le papier avec un prévisionnel extrêmement détaillé sur plusieurs années. Je pense énormément, je pensais faire quand même beaucoup de ventes directes, notamment au travers des AMAP. Je voulais vraiment avoir un projet de territoire dans le local, même sur les matières premières qui n'étaient pas issues de la ferme. Je pensais pouvoir travailler avec davantage de producteurs en local, notamment sur les huiles végétales. Et en fait, il y a énormément de choses qu'il faut revoir à la marge parce qu'il faut se réadapter. Les AMAP, ça n'a pas donné les résultats attendus. Je me suis retournée vers la revente. Les huiles végétales, bah, moi, je suis dans les Alpes, il n'y a que de l'huile d'olive. Donc, super, j'en utilise. Hein, mais je me suis tournée aussi, et comme je voulais faire 100% des produits bio. Et ici, on n'est pas forcément dans une grosse région bio. En tout cas, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, ouais, Bouches-du-Rhône surtout. Voilà, enfin voilà, donc en fait, être agriculteur, c'est accepter de vivre avec le vivant et accepter de vivre avec les imprévus. Et c'est en fait une adaptation constante. Sur ces belles paroles, merci. Ça résume tout ça très bien. On va clôturer. Je vous laisse quand même le temps, si vous voulez, Leïla et Lucie, de regarder tous les merci qui apparaissent là dans le chat. C'est très gentil. Moi, je voulais quand même rebondir parce que je trouve que c'est bien de faire une conclusion heureuse. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qui nous épanouissait le plus dans notre métier. Je n'ai pas vu la question. Merci. Ouais, parce qu'en fait, quand on parle de notre métier, on dit c'est vrai que je rejoins Lila, c'est très dur, il y a énormément de choses. En plus, là, je vois, il y a beaucoup de femmes qui témoignent et j'étais égarée aujourd'hui sur un séminaire avec la Fédération nationale d'agriculture biologique pour la place des femmes dans le monde paysan. Aujourd'hui, c'est difficile aussi de s'installer, faire sa place dans l'agriculture en tant que femme. Par contre, et dans les plantes médicinales, c'est encore une filière qui est vue un peu comme la filière des bobos roots 68 arts qui font des pétards.
Et donc, tout ça, ça fait que c'est assez difficile de faire sa place. Par contre, c'est un métier, de travailler les plantes qui soignent et d'arriver à soigner des gens, que ce soit par des remèdes en externe ou des remèdes en interne, qui est extrêmement valorisant. Le fait de travailler avec des plantes qui soignent, il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, et moi j'ai rencontré beaucoup de gens aussi en rupture dans leur vie, ça répare aussi le producteur en fait. Voilà, donc c'est juste un métier qui est génial. Merci. Est-ce que Leïla, tu peux ajouter un mot à ça, ce qui t'épanouit? C'est dur après c'était chouette. Tu verras dans 5 ans, Leïla. Non, mais moi, je crois que ce qui me branche le plus et ce que j'adore le plus, c'est de partir en cueillette. Et alors, je vais revenir un peu un truc sur un négatif parce que ça a été dur pour moi de passer du statut apprenti où c'était super. Isa, elle me disait, faut part aux orties, on part à l'aubépine, on part au sureau. Hop, j'avais qu'à suivre et je réfléchissais pas. Et quand je me suis mise moi à mon compte, j'étais en mode, faut que je fasse tant de kilos de tas, tant de kilos de tas. Et je passais mon temps à compter combien j'avais pesé, combien de paniers, combien de machins, là, là, là. Et ça y est, je commence à me détendre là-dessus. Et ça me faisait beaucoup rire de croiser des gens qui disaient « Ah, vous faites un métier mignon, tu as ton petit panier, c'est sympa. » Mais c'est quand même la partie que je préfère ça que de faire du design d'étiquette. Voilà. Super, merci beaucoup. Et je vais dire un dernier mot pour vous remercier vraiment pour votre franchise. Ça a été dit plusieurs fois, mais je trouve aussi, et c'est super d'avoir un témoignage aussi franc, en tout cas il semblait, de parcours, de vie et d'installation et d'agriculture. Donc merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir participé, si nombreux, nombreuses. Je vous ai très peu laissé la parole et j'en suis désolée, mais j'espère que vous aurez pu vous exprimer comme vous le souhaitiez. Une bonne soirée à tous et toutes. Bonne continuation. Merci, bonne soirée à tous. Merci à tous. Moi, j'ai encore 5 minutes. Je peux peut-être répondre à du chat ou voilà, vraiment 5 minutes. Et merci d'avoir organisé ça, Mégane. Merci. Avec plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement, mais je ne ferme pas la visio si jamais il y a les toutes dernières questions très urgentes qui arrivent. Moi, je vais filer, donc je vous dis à tous une bonne soirée et à bientôt. À bientôt, Lucie. Je viendrai chercher les rosiers. Ouais, on en reparle.